Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Tout d'abord, au mois de mai, j'ai eu un petit coup de mou et je voulais lire un livre où je savais que j'allais passer un bon moment, où je savais que j'allais oublier tout ce qui se passait autour. Et j'ai décidé de lire le tome 5 de Gardien des Cités Perdues, du projet Polaris de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Forcément, depuis qu'il est dans ma page, je voulais le lire. J'avais envie d'une lecture un peu doudou, une lecture agréable, une lecture pas prise de tête, une lecture où j'allais pouvoir m'évader. Et forcément, j'ai tout de suite pensé à Gardien des Cités Perdues, même si je voulais attendre un petit peu avant de le lire, parce que je sais que le 6e tome, on va pas l'avoir tout de suite. Il va sortir courant octobre-novembre, je crois, en VO. Et nous, on va l'avoir courant février, je pense, en français. Je sais pas comment je vais faire pour tenir, clairement, parce que même à la suite de celui-ci, j'ai trop envie de lire vraiment ce tome 6. Pareil que les autres fois où je vous ai parlé de Gardien des Cités Perdues, je ne vais pas vous refaire un résumé de ce roman parce que vous en avez déjà assez entendu parler, je pense, sur Booktube et sur la blogosphère. Et puis je vous ai déjà présenté les 4 autres tomes sur la chaîne, mais là je vais juste vous dire mon ressenti sans spoiler. On va retrouver Sophie et ses camarades. J'avais vraiment hâte de lire ce 5e tome parce que j'avais trouvé la fin du 4e tome juste horrible, genre c'était le suspense de malade. Heureusement que je me suis procuré le 5e tome assez rapidement après. Je trouve que dans ce 5e tome, les personnages ont vraiment pris en maturité. J'ai juste adoré le développement de l'histoire. Toutes les intrigues convergent, il y en a des nouvelles mais on n'est jamais perdu. On a des révélations vraiment au compte-gouttes, c'est assez frustrant. On est comme Sophie, on aimerait savoir... on aimerait tout savoir en fait et on nous donne pas assez d'informations et c'est pour ça que ça nous fait continuer cette saga et puis on s'attache tellement aussi aux personnages. Enfin Sophie, j'ai l'impression c'est comme une petite sœur, on a envie de savoir ce qui va lui arriver, on a envie de la protéger, on a envie de l'orienter dans ses relations amoureuses. Et personnellement, j'ai un chouchou dans cette saga, c'est Kif, je l'adore. Franchement, c'est pour moi un mini Archibald pour ceux qui connaissent la passe miroir. Je trouve qu'il a le même sens de l'humour, sauf qu'il est beaucoup plus jeune. Et par contre, ce que j'avais trouvé dans le 4e tome, comme quoi tous les garçons voulaient sortir avec Sophie, je l'ai un petit peu moins retrouvé dans ce tome-là. Cependant, je sens que dans le 6e tome, ça va un peu plus progresser. J'espère qu'elle va faire un choix et qu'elle va se lancer au niveau sentimental. Bon après, dans ce tome-là, elle est encore assez jeune, je crois qu'elle a encore que 15 ans, donc voilà, moi je la vois, je l'imagine comme une fille qui a 18 ans limite, tellement elle me paraît mature. Mais il faut pas qu'on oublie qu'elle a que 15 ans, donc forcément, on va pas la forcer à sortir avec des garçons, même s'il y en a quelques-uns sur lesquels elle flash. Mais on a envie d'une petite romance quand même, un petit peu. Je suis le genre de fille qui se plaint tout le temps car il y a une romance dans l'histoire qui vient s'incruster, et alors qu'on en a pas besoin. Et là, clairement, j'ai envie d'une romance. Oui, je sais, je suis un petit peu bizarre. Sinon, j'ai adoré retrouver les personnages qu'on a découverts dans le 4e tome. Je les trouve juste extraordinaires. J'adore toujours autant la plume de Shannon Messenger. J'ai trouvé ce tome-là beaucoup moins prévisible que le précédent. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le prochain tome. Ensuite, grâce à NetGalley et aux éditions Hachette, j'ai pu lire Destiny de Cecilia Ahern. C'est le premier tome d'une dystopie. Alors j'en avais absolument pas du tout entendu parler avant de le voir sur la plateforme de NetGalley. J'ai vu que c'était une dystopie et vu que c'est mon genre de prédilection et que ça fait super longtemps que je n'en ai pas lu, et ben je l'ai demandé et ils ont accepté ma demande, donc je l'ai lu et je l'ai lu super rapidement. Je l'ai lu en à peine 2 jours. Bon, en même temps il est super court, je crois il fait 300 pages. Et pareil, si vous avez vu la vidéo de Maud, dont je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, elle avait dit oui, je vais demander des e-books à NetGalley, comme ça au moins ça me permettra de ne pas les acheter en format papier. Et je suis comme elle, à la fin de cette lecture, je n'ai qu'une envie, c'est de m'acheter le livre en format papier. Concrètement, j'ai adoré ce livre, ça a été un véritable coup de cœur. Je pense pas avoir ressenti quelque chose comme ça pour une dystopie depuis super longtemps. J'ai trouvé cette dystopie super originale. Et avant de plus vous en parler, je vais vous faire un bref résumé. On va suivre Célestine North, qui vit aux États-Unis, me semble bien, et qui vit dans un monde en fait parfait. Son gouvernement a mis des règles en place pour savoir qui est parfait, qui ne l'est pas, et quand nous ne suivons pas ces règles, on devient alors un imparfait, et ces imparfaits sont vite reconnus dans l'espace public. Parce qu'ils sont marqués. Ils sont marqués car ils ont été imparfaits. Par exemple, si on prend une mauvaise décision, on est marqué au niveau de la tempe. Si on a menti, on est marqué au niveau de la langue. Si on a commis un vol, on est marqué au niveau de la main droite. Si on s'est montré déloyal, on est marqué au niveau du cœur. Et si on s'est écarté du droit chemin, on est marqué au niveau du pied. Et c'est un marquage assez horrible, dans le genre marquage au fer, rouge quoi. Et Célestine, pour elle, vit dans ce monde parfait, dans une famille parfaite, elle a le copain idéal, le copain parfait, tout se passe bien pour elle et elle pense vraiment incarner sa société. Seulement voilà, un jour elle va partir en cours, elle va devoir prendre le bus pour y aller et dans ce bus il va se passer un événement dont je vais pas vous dire ce qui s'est passé pour ne pas vous spoiler
Et à partir de là, toute sa vie va basculer. Elle va vite se rendre compte que les dirigeants sont corrompus, que le modèle de sa société n'est pas vraiment parfait. J'ai adoré le personnage de Célestine, on pense pas une seule seconde à ce qu'elle va vivre par la suite au début de notre lecture. On s'imagine pas du tout qu'elle va endosser un rôle comme celui-ci. On ne sait pas du tout qu'elle va développer à ce point un niveau critique et qu'elle va remettre en question sa société. Parce qu'au début, quand on la connaît, les quelques chapitres avant qu'il se passe cet événement majeur, on l'aime pas vraiment parce qu'elle est assez hautaine et froide, j'ai trouvé. Et juste après, elle a eu comme un déclic à ce moment-là et on a l'impression qu'en fait, on lui ouvre les yeux sur sa société et sur sa vie. Et c'est là qu'elle commence à devenir intéressante. Elle va prendre des décisions vraiment difficiles, elle va faire preuve de courage. À des moments, il s'est passé des choses où je me suis dit, mais what, l'auteur, elle nous décrit ça, mais c'est juste horrible. J'étais là le soir dans mon lit en train de lire ça et j'étais là, oh là là, non mais c'est pas possible, je vais avoir envie de vomir tellement c'est horrible ce qui se passe. Et au final, après tout ce qui s'est passé, elle arrive quand même à s'en sortir, elle arrive quand même à relever la tête. Et là on se dit vraiment que c'est un personnage fort et qu'elle a vraiment du mental, parce que moi il se passe ça dans ma vie, je pense que je suis au fond du trou. Mais vraiment, j'ai adoré la mise en place des personnages secondaires, même si pour certains on ne les voit pas assez à mon goût. J'espère qu'on en saura plus dans le deuxième tome. Il y a quelques personnages qui sont assez intrigants comme Carrick. Pour moi, j'étais à fond directement quand on l'a aperçu. Je voulais savoir pourquoi il était là, ce qu'il faisait, où est-ce qu'il allait nous mener. Et au final, il y a plein de choses qui se goupillent et je m'y attendais vraiment pas. Ce n'est pas une dystopie qui révolutionne le genre, mais elle m'a vraiment touchée. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour ce genre-là. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre parce que pour moi ça a été un réel coup de cœur. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de La Voix des Oracles Enoch d'Estelle Faye aux éditions Gallimard dans leur collection Folio SF. Je l'ai lu en lecture commune avec Maud parce qu'on avait lu le premier tome au moment du mois de la fantaisie et qu'on avait vraiment envie d'enchaîner avec le second tome qui était déjà sorti en format poche. D'ailleurs, si vous avez des infos sur la sortie du troisième tome en format poche, j'aimerais bien vous m'en parlez en commentaire parce que voilà, ça fait un petit moment qu'on attend qu'ils sortent. Parce qu'on avait acheté le premier et le deuxième courant février-mars et depuis, pas de troisième tome, donc ça serait dommage de ne pas terminer cette trilogie assez rapidement. Je vous fais un bref résumé au cas où vous avez oublié ce qui s'était passé dans le premier tome. On va suivre Tia, qui est une jeune fille, qui est la fille d'un général romain. Il va se révéler qu'elle a des pouvoirs et qu'elle est la dernière oracle. Son père, étant général romain, ne peut accepter le fait que sa fille soit une oracle et il préfère la cacher en Gaule, en Aquitaine, loin de Rome, parce que dans l'Empire romain, les anciens dieux sont bannis et la religion chrétienne s'est bien installée dans l'Empire. Un jour, le père de Tia part à la chasse avec son fils et il va être blessé lors de cette chasse. Il va revenir entre la vie et la mort et là, Tia va avoir une vision. Elle va devoir se rendre à Brogg, le lieu d'une bataille où son père a été victorieux. Le lieu où tout a basculé, où la chrétienté a pris le dessus sur les anciens dieux. Et elle va s'échapper pour poursuivre son destin. J'avais vraiment bien apprécié le premier tome, j'avais adoré toute la thématique autour des anciens dieux, j'avais adoré l'univers mis en place, j'avais adoré le fait qu'une bonne partie se passe en Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ. Je m'étais beaucoup attachée au personnage de Tia, que je trouvais assez forte et assez mature pour son âge, car c'est le personnage le plus jeune qu'on croise dans l'histoire. J'avais beaucoup aimé les personnages secondaires qui étaient vraiment bien développés comme Enoch. Et là concrètement, un tome qui s'appelle Enoch, forcément ça me faisait envie. Par contre, ce second tome, j'ai un petit peu moins accroché. Je l'ai trouvé un petit peu plus mou. J'ai trouvé que les personnages ne savaient pas vraiment où ils devaient aller, ni ce qu'ils devaient faire en fait. Je trouvais que les personnages n'avaient pas de but. À certains passages, les personnages sont séparés et je trouvais que ça a donné un coup dans cette dynamique qui était plutôt pas mal. Là, j'ai trouvé vraiment que ça n'avançait pas, que c'était plutôt mou. Et j'ai trouvé que Tia se trouver un but vraiment à la fin de ce tome-là. Alors oui, concrètement, la fin du livre est juste énorme et on a vraiment envie de lire le troisième tome. Mais j'ai pas envie de vous dire que je me suis emmerdée parce que quand même, j'ai aimé cette lecture. La plume de l'auteur est toujours aussi agréable. Mais il y a des passages vraiment mous, des passages où je trouvais ça pas super intéressant. Et en fait, je trouve que ce deuxième tome reflète un peu tous les seconds tomes de transition. Et j'attends vraiment beaucoup du troisième tome, qui j'espère sera bien meilleur que celui-ci. Aussitôt acheté, aussitôt lu, il s'agit du troisième tome de La Passe Miroir, La Mémoire de Babel de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, j'avais lu le second tome de La Passe Miroir pendant le mois de la fantaisie, donc il me fallait absolument que je me procure ce troisième tome. Alors oui, je n'ai pas attendu longtemps entre le deuxième et le troisième tome. Et franchement, c'est plutôt positif parce que j'ai vraiment toute l'histoire en tête.
et je n'avais pas besoin de relire le premier tome et le deuxième tome avant de lire celui-ci. Pareil, je ne vais pas vous faire le résumé de ce roman-là, parce que déjà ça va vous spoiler les 2 premiers tomes si vous ne les avez pas lus. Puis je pense que vous avez déjà entendu assez parler du premier tome pour que je vous fasse un résumé encore. Je vais vous dire mon avis sans spoiler. Si vraiment vous voulez rien savoir parce que vous avez peur que je vous spoil, vous pouvez arrêter la vidéo à ce moment-là et on se retrouvera la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Ce 3e tome, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai lu en 3 jours et je me suis fait violence pour ne pas le terminer plus rapidement parce que je voulais vraiment prendre mon temps pour le lire. C'est en lisant ce livre que je me suis dit mais l'univers de Christelle Dabos, pas que j'en doutais qu'il était aussi bien mais est vraiment développé. Je sais pas comment elle fait pour avoir autant d'idées et que ça soit aussi bien décrit et qu'on le ressente aussi bien en le lisant. J'ai adoré être sur Babel. Franchement, j'ai trouvé que c'était une arche super intéressante avec des gens vraiment intrigants. J'aime toujours autant Ophélie qui là vraiment a pris beaucoup en maturité par rapport aux autres tomes. En même temps, je crois qu'il s'est passé 2 ans entre le 2e tome et celui-ci. À la fin de ce roman, on a juste une envie, c'est de lire la suite. Et là, maintenant, je vais commencer à ressentir ce que les autres ont ressenti. Ça veut dire que l'attente va être juste horrible. On est vraiment trop dans l'histoire, on s'attache vraiment au personnage. Et même moi qui ne suis pas une fan absolue de Thorne, et ben dans ce tome-là, je me suis un peu plus attachée à lui, même si à certains moments où on le voyait, je soupirais, je me suis dit mais ce mec c'est pas possible. Il faut lui faire quoi pour qu'il comprenne ce qu'on lui dise, parce que le gars on dirait qu'il a des œillères et qu'il regarde droit devant lui. Et s'il se passe quelque chose sur le côté, il calcule pas ce qui se passe. Mais mec, il y a des signaux tellement visibles que si tu ne les vois pas, c'est que tu fais preuve de mauvaise foi quand même. Voilà. Après, ça n'a pas été un coup de cœur pour ma part. Pourquoi ? Si je vous le dis, ça serait un spoiler. Ceux qui me connaissent et avec qui j'en ai parlé savent très bien pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur. Mais j'ai vraiment adoré ce 3e tome, j'ai même plus aimé que le premier tome. En fait sur la trilogie c'est vraiment le premier tome où j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Et voilà, que dire de plus sur ce roman. Franchement si vous hésitez à vous lancer, allez-y. Peut-être lancez-vous dans le format poche, je sais que le 2e tome va sortir sous peu en format poche. Mais franchement, je veux pas vous faire dépenser de l'argent mais cette couverture en grand format est juste sublime donc je me devais de les continuer en grand format. Si vous êtes au premier tome et que vous avez pas trop accroché, essayez de continuer avec le 2e tome parce que le 2e tome a été un coup de cœur et vous verrez que franchement vous allez être captivé par l'univers, par les personnages et par la plume de l'auteur. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sinon j'espère que je vous aurai donné envie de vous plonger dans ces romans. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Salut!